tous. J'espère qu'il vous reste encore un peu de force pour les écouter. On est là à deux en plus, hein, donc on vient en force pour vous parler d'un sujet d'actualité. Donc la flambée des prix dans l'énergie. Je pense que vous en avez tous entendu parler, aussi bien à titre privé, parce qu'on en parle beaucoup en ce moment dans les médias, et puis on est concerné en tant que consommateur d'énergie, et puis également en tant que professionnel. Donc on va se partager le travail en deux avec Joséphine, après s'être un petit peu présentée. Moi, je vais vous parler plutôt de la partie augmentation de l'énergie pour essayer de vous donner un peu quelques éléments de quantification sur cette augmentation, sur les causes et sur les perspectives liées à cette hausse de l'énergie. Et puis après, je laisserai la parole à Joséphine qui vous parlera des outils dont en tant que professionnel, que vous avez à votre disposition pour pouvoir limiter l'impact de cette hausse de l'énergie sur vos activités, sur vos budgets, et comment travailler, je dirais, cet outil dans le temps et le pérenniser. Donc, je me présente, Naïma Edir, je suis directrice des affaires réglementaires chez Eni Gas & Power France. Bonjour, moi c'est Joséphine Ledoux, je suis directrice développement et commerce du bureau d'études Enera Conseil. Bon, alors je te reprends la parole 2 secondes, juste pour vous dire que Enera Conseil, c'est un bureau d'études qui agit sur toute la démarche de rénovation énergétique, du bilan et de la stratégie, puis de la mise en œuvre de cette stratégie, et enfin, puisqu'on annonce quand même des économies et il faut s'en assurer, du suivi, de la mise au point et le monitoring des bâtiments dans le cadre de programmes d'économie d'énergie. Alors, en quelques mots, Eni Gas & Power France, c'est le 4e énergéticien sur le marché français. Donc, nous proposons des solutions complètes allant de la fourniture des gaz et d'électricité jusqu'à un ensemble des services autour de l'énergie, donc de suivi de la consommation, d'efficacité énergétique, assurance, maintenance, à l'ensemble d'une clientèle. Donc, on est positionné sur l'ensemble des segments de marché sur l'ensemble du territoire français. Allez, on commence. Je pense que tout le monde doit être installé. Alors, nous vivons actuellement, il faut bien en être conscients tous, une période un peu sans précédent de flambée des prix de l'énergie. C'est une flambée qui est extrêmement brutale. Donc la hausse a été très rapide. Elle a concerné toutes les énergies. Donc là, vous verrez, je vais vous commenter quelques exemples pour le gaz et l'électricité, mais elle concerne vraiment toutes les énergies. Y compris le charbon, les carburants, les différents fuels. Elle affecte toute l'Europe et bien au-delà. Ce n'est pas une problématique française, c'est une problématique qui est mondiale. Elle s'installe dans la durée et elle génère énormément de volatilité et d'incertitude. Donc les exemples que je vous ai mis, c'est pour vous montrer d'une part la brutalité. Alors je vais essayer, si je peux... Si ça marche, sinon tant pis, je pense que vous voyez tous. Sur les deux premiers schémas en haut, c'est pour vous montrer la brutalité et la très forte rapidité de cette hausse des prix sur les prix de court terme, que ce soit pour le gaz à gauche ou l'électricité à droite. On a vu des prix qui, sur l'année 2021, ont été multipliés par plus de 10. Et puis pour montrer également le fait que cette flambée des prix s'installe dans la durée, elle n'affecte pas, comme on le voit sur les deux schémas de bas, n'affecte pas uniquement les prix de court terme, elle affecte également les prix de moyen terme, puisqu'elle affecte les prix également pour 2023, 2024, 2025. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous étions pour le gaz en 2020, début 2021, entre 20 et 30 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, on est à plus de 100. Et on est monté sur les produits de court terme. On est monté, il y a eu des moments où on est monté jusqu'à 300 euros du mégawattheure. Pour l'électricité, c'est exactement la même chose. Donc, on était sur des prix autour de 50 euros. On est monté jusqu'à plus de 400 euros du mégawattheure. Aujourd'hui, pour les prix de 2022,
on est autour de 200 € du mégawattheure. Et quand je vous dis que ça affecte à plus de 200 € du mégawattheure pour 2022, et quand je vous dis que ça affecte les autres produits, on est au-delà de... On est autour de 170 pour 2023. On reste au-delà de 200 € du mégawattheure, y compris pour 2024. Alors, les causes de cette flambée des prix, elles sont de deux ordres. Elles sont conjoncturelles et elles sont structurelles. Pour ce qui est des causes conjoncturelles, il y a eu effectivement le rebond, le très fort rebond économique post-Covid qui a généré une forte demande, notamment de gaz. Pour vous donner un exemple, la demande de gaz, les importations de gaz de la Chine ont augmenté de 35% en 2021 par rapport à 2020. On était sorti d'un hiver qui était extrêmement froid, qui avait conduit à une forte chute des stocks de gaz. Et puis bien sûr, la crise ukrainienne qui est venue s'ajouter là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la crise ukrainienne larvait, la crise russe larvait depuis 2021, puisque lorsqu'il y a un choc de demande, la demande est très élevée, ça aurait dû conduire à un afflux des gaz supplémentaires, et on n'a pas vu d'augmentation des exportations russes vers l'Europe. Ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'on a également des causes structurelles qui sont importantes. La première, c'est la transition énergétique. Je vous ai mis un exemple pour ce qui est d'un impact vraiment très quantifiable, c'est la hausse du prix du CO2. Comme vous le savez, il y a un dispositif qui permet de donner un prix au carbone sur le marché européen. Donc on était sur des prix du carbone qui étaient autour de 20-30 € en 2020. On est passé autour des 40-50 € en 2021. Et en février, on était à 100 € en février de cette année. Donc là, on est autour de 80 €. Je vous ai mis également quelques éléments pour vous montrer l'autre cause structurelle assez importante, c'est la dépendance énergétique grandissante de l'Europe, avec près de 50% des importations de l'Europe qui viennent de la Russie. Avec un élément malheureusement conjoncturel qui s'est rajouté concernant la France, c'est qu'on n'a jamais eu une production nucléaire aussi basse que cette année. On a perdu 15 tranches sur les 56 disponibles pour des problématiques soit de maintenance, soit des problématiques de corrosion. Donc, d'importantes mesures publiques ont été décidées et mises en œuvre pour accompagner les consommateurs face à cette flambée des prix. Il y a eu des gels de prix, les fameux boucliers tarifaires, mais qui ont concerné essentiellement les consommateurs particuliers. Il y a eu également une baisse de la fiscalité qui n'est pas négligeable, puisqu'elle est de plus de 20 € du mégawattheure pour ce qui est de l'électricité. Il y a eu une augmentation de la part de la production nucléaire qui a été mise à disposition pour l'ensemble des consommateurs. Vous avez dû entendre parler de ce fameux ARENH. Alors, j'en dis pas plus. C'est vraiment la quantité de production électrique nucléaire mise à disposition de l'ensemble des fournisseurs pour leur clientèle. Et puis, le plan de résilience qui a été annoncé récemment et qui focalise d'ailleurs davantage sur les entreprises énergo-intensives. Tout ça pour vous dire que les mesures d'accompagnement sont certes importantes, mais elles seront insuffisantes, surtout pour les entreprises. Ces mesures ne pourront pas non plus être maintenues indéfiniment, durablement dans le temps, parce qu'elles ont un coût sur le budget de l'État. Et on a vu que malheureusement la hausse des prix, elle, va s'installer dans le temps, puisque même si les choses s'arrangent par rapport à la crise russo-ukrainienne, les problématiques de transition énergétique, la nécessité de la transition énergétique et de la dépendance énergétique européenne vont se maintenir. Et puis, donc là, je laisserai la parole à Joséphine qui va vous parler finalement de la seule action pérenne qui vous permettra vraiment de réduire l'impact sur vos factures, qui est la réduction de la consommation d'énergie pour vos entreprises. Merci Naïma. Donc comme vous l'avez compris, l'augmentation du prix des énergies arrive enfin, puisque nous, en tant que bureau d'études, ça fait longtemps qu'on l'attend pour avoir des temps de retour sur les préconisations que l'on fait qui diminuent. On savait de toute manière depuis des années que ça allait arriver. Ça y est, on y est. Et je pense qu'il faut utiliser ces mesures publiques qui sont mises en place aujourd'hui, non pas comme un palliatif, mais juste comme un moyen de gagner 1, 2, 3 ans, le temps de mettre en place toutes les mesures de réduction des consommations.
Alors, mais comment faire? Bon, je sais que vous êtes ici des professionnels. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur la méthode, hein, puisque vous la connaissez. Évidemment, comprendre son usage. Il y a des chiffres assez intéressants là, que vous voyez à l'écran. Dans les commerces, il y a 57% du temps où il n'y a personne. Dans les bureaux, c'est 64% du temps. Et dans l'enseignement, c'est 76% du temps. Quand on voit ces chiffres, on comprend que, on verra après, il y a plein de solutions, mais il y a quand même un vrai sujet sur l'usage et qu'il ne faut pas le négliger. Ça a été une tendance à être un peu négligé par nos métiers jusqu'à présent, puisqu'on s'est beaucoup concentré sur l'amélioration des équipements et l'amélioration du bâti. Alors, soit il faut le faire, mais là, quand on voit ça, on se dit que vraiment, il est important, quand on fait le diagnostic d'un bâtiment, de ne pas négliger la partie usage. Alors là, ce n'est pas forcément très lisible pour vous, mais ça vous montre, par exemple, dans le graphe au-dessus, il s'agit d'une station-service et 22% de cette consommation est liée au chauffage et seulement 8% à la climatisation. 70% de cette consommation énergétique globale, et bien en fait, c'est complètement autre chose. Alors, il y a 20% de cesse, on connaît, on maîtrise, mais il y a 15% sur les chambres froides, les lave-vaisselle, c'est 8%, les fours, c'est 24%. Et c'est des usages spécifiques qu'on connaît moins bien. Avec le décret tertiaire dont vous avez certainement entendu parler depuis quelques temps maintenant, on doit faire des réductions globales. Et le coût de l'énergie, lui, il ne s'applique pas que sur les 5 usages, il s'applique sur la totalité. Donc il faut vraiment, au moment où on fait son diag, ne pas négliger tous ces aspects, ces autres aspects. Alors, dans l'usage, il y a déjà un premier levier qui est de régler et réguler. Là, sur le graphe tout en haut, vous avez un exemple sur une régulation terminale. Avec et sans régulation terminale, c'est un hôpital. Et on voit qu'en mettant une régulation terminale, on réduit de 20% le coût lié au chauffage. Donc ça permet, compte tenu de l'augmentation du prix des énergies, vous le voyez sur la courbe bleue, de limiter un petit peu l'impact. Juste en faisant ça. Parce que c'est vraiment pas négligeable le fait de pouvoir bénéficier des apports internes et des apports solaires. En bas, c'est des courbes de température sur une crèche qui était toute rénovée entièrement avec une isolation, nouvelle chaufferie, nouvelle CTA, etc. Et pour autant, on voit qu'ils ont fait un effort de régulation. Ils ont baissé la consigne sur le week-end. Mais quand on regarde, donc ça c'est en bas ici, ce sont... tout là-haut, vous avez les températures de départ, donc on voit les consignes. Et là, la température ambiante. Mais en fait, quand on regarde la température ambiante, elle bouge quasiment pas, puisqu'on a isolé, on a une inertie beaucoup plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on comprend et qu'on sait bien réguler, en fait, on va carrément couper la chaufferie pendant le week-end. Et ça ne descendra quasiment pas en réalité. Voilà, donc la régulation, ça peut engendrer énormément d'économies d'énergie. Les usages, bien sûr, c'est très important. Ça n'a pas d'impact financier très énorme en termes d'investissement. Bon, ça peut être un petit peu lourd humainement à prendre en compte. Mais voilà, je vous ai listé quelques exemples. Lisser ses consommations pour réduire ses appels de puissance et du coup réduire son abonnement. Raisonner ses usages. On a de plus en plus de télétravail. Est-ce qu'il ne faudrait pas, plutôt que d'avoir un bâtiment qui est du coup occupé peut-être qu'à 50%, parce qu'il y a l'autre 50% qui est à la maison, essayer de raisonner en mettant toutes les personnes qui sont là au même endroit et puis peut-être moins chauffer les zones de bâtiments qui sont vides. On peut essayer également de mutualiser un peu plus d'équipements. Et puis, bien sûr, sensibiliser à la gestion de l'énergie, parce que même si on peut automatiser, il y a quand même toute une partie qui est liée à l'usage humain. Bon, là, isoler son bâtiment, c'est une évidence. C'est une évidence, mais des fois, il faut quand même se poser la question. Là, vous avez, par typologie de bâtiment, la répartition des consommations par usage. Alors, quand on regarde, par exemple, l'enseignement, on a 70% des consommations qui sont liées au chauffage. Donc là, on ne se pose pas trop de questions. Effectivement, il faut isoler tout de suite. Mais quand on regarde la restauration, c'est plus que 30%.
Par contre, on va avoir 20% d'eau chaude sanitaire, de cuisson, enfin bon. Donc, la stratégie qu'on va mettre en place, elle va vraiment dépendre du potentiel d'économie. Et comme on l'a vu sur la station-service, le chauffage, là, c'était 30%. Donc, est-ce que l'isolation est la première chose à mettre en place? Bien sûr, également, améliorer ces équipements. Favoriser les systèmes à bon rendement, bien sûr. Et la récupération de chaleur, c'est quelque chose aujourd'hui qui est de plus en plus commun, mais qu'il faut encore développer. Évidemment, la modulation des puissances et des débits, vous avez des industriels ici qui sont vraiment des spécialistes du sujet. Et enfin, produire son énergie verte. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même avoir fait déjà tout ce qu'il y a eu avant d'en arriver là. C'est la solution qui doit être utilisée pour les consommations résiduelles sur lesquelles on ne pourra jamais rien faire. Il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent en photovoltaïque, en thermique. J'espère que le thermique va redémarrer parce que c'est quand même un système qui, lorsqu'il est bien conçu, marche très bien. Mais ça nécessite malgré tout une réflexion sur quelle énergie renouvelable on va choisir, quel va être le système, la méthode, pour ne pas faire n'importe quoi et pas se retrouver avec des contre-références comme on a pu en avoir ces dernières années. Voilà. Je crois qu'on est dans les temps et si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. Question sur l'augmentation des prix des énergies pour Naïma? Oui. Oui. Vous entendez? Alors, je vais essayer de reformuler pour être sûr de bien comprendre d'avoir bien compris la question. C'est est-ce que, compte tenu de la hausse des prix de l'énergie, les fournisseurs alternatifs arriveront à rester compétitifs? Alors, la question est différente pour le gaz et pour l'électricité, sachant que les mesures, comme je vous le disais, les boucliers tarifaires concernent essentiellement les clients particuliers. Donc, si on prend l'exemple du gaz, aujourd'hui, il n'y a aucune mesure qui a été mise en place pour protéger ou réduire l'impact pour les professionnels, puisque le gel du tarif de vente réglementé n'a concerné que les particuliers. Donc je dirais que sur cette partie-là professionnelle, tout le monde se source selon les mêmes prix, puisque même les tarifs de vente réglementés, s'ils ont été gelés, c'est parce qu'ils étaient également indexés sur les prix du marché de gros. Donc il n'y a pas de différentiel en termes de compétitivité entre les fournisseurs. Et en termes de compétitivité, c'est intéressant de voir, et je peux en parler d'autant plus facilement qu'on a été le premier fournisseur sur le marché français à avoir fait ce type d'offre et ça a représenté l'essentiel de nos offres. Nous avions énormément d'offres à prix fixe et lorsque les prix se sont envolés, les seuls professionnels à ne pas avoir subi la hausse des prix, c'est ceux qui avaient souscrit des contrats à prix fixe, donc avant la flambée des prix. Donc sur le gaz, pas de problématique en termes de compétitivité. Sur l'électricité, c'est un peu différent puisqu'effectivement il y a la compétitivité du parc nucléaire qui est transférée aux consommateurs finaux, y compris ceux qui ont quitté EDF à travers le dispositif ARENH. Il faut avoir deux éléments en tête. C'est que plus il y a d'ARENH qui est transféré d'EDF vers les fournisseurs alternatifs, plus les clients qui font le choix de changer de fournisseur et d'aller vers un autre fournisseur qu'EDF bénéficient de la compétitivité du nucléaire. Et puis l'autre élément, c'est que EDF est obligé de répliquer l'ARENH dans ses offres, c'est-à-dire que normalement EDF ne peut pas
donner plus d'électricité d'origine nucléaire dans ses offres à ses clients, plus élevés que l'Arenh. Donc lorsque les fournisseurs sont écrêtés, c'est-à-dire qu'on est plafonné sur la part, le volume d'Arenh que l'on peut mettre dans nos prix, EDF le réplique de la même façon dans ses offres. Donc il n'y a pas de problématique de compétitivité. Après, il y a effectivement le gel du tarif d'entrée réglementé pour l'électricité, qui permet aujourd'hui, parce qu'il y a réversibilité aux clients de retourner au TRV chez EDF. Après, le gel du TRVE, aujourd'hui, effectivement, c'est très difficile du coup de concurrencer le TRVE. Il y a un mécanisme de compensation qui est mis en place pour les fournisseurs qui sont impactés, mais le gel ne pourra pas être éternel. Et pour ce qui est des professionnels, il ne concerne que pour l'électricité, les petits professionnels, puisque le périmètre des clients bénéficiaires du TRVE a fortement diminué dans le temps. Et aujourd'hui, c'est essentiellement les particuliers et les petits professionnels pour l'électricité. Donc voilà, j'espère que c'était clair. Eh ben, je crois qu'on est à... Ah, il y avait une autre question. Bon. Alors, oui. Oui. Eh bien, écoutez, c'est très clairement quelque chose qui va... Enfin, le développement du renouvelable va s'accélérer, mais ça veut dire aussi des investissements importants, donc qui vont se retrouver dans le prix. C'est que vraiment, on a quand je disais la transition énergétique, c'est pas uniquement la partie coût du carbone, mais c'est également les investissements liés à cette transition énergétique, et notamment au développement de nouvelles capacités renouvelables, qui va très clairement s'accélérer, parce que l'objectif de l'Europe, ça va être d'essayer d'être de moins en moins dépendante. Et donc, le coût de ces investissements va forcément se retrouver dans le prix de notre électricité et notre gaz, puisque le biogaz également va se développer. Je crois qu'il faut qu'on arrête. On est au stand numéro 1 du village Startup, là, à l'étage. Donc, si vous voulez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir nous voir. Naïma reste un peu avec moi. Merci à tous.